Maurice Yamoigo, premier président de la Haute-Volta, a dirigé le pays de 1960 à 1966. Présenté comme un homme fort et un fin orateur, il a fini par quitter le pouvoir dans des circonstances troubles en 1966 à la suite de manifestations massives. A-t-il démissionné sous la pression populaire ou a-t-il été discrètement renversé? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du règne de ce père de l'indépendance afin d'analyser sa politique intérieure et extérieure et mieux comprendre sa gouvernance et les raisons de sa chute. Bienvenue sur Horizon Africain. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons de culture afro, d'histoire africaine et de géopolitique africaine. Si ces sujets vous intéressent, vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous. Et si vous êtes intéressé par ce type de contenu, il en existe sur la chaîne que vous pourrez regarder après cette vidéo, bien évidemment. Maurice Yamoigo, c'est le président qui a proclamé l'indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960. Cette même année-là, le 30 novembre, il va se faire octroyer des pouvoirs étendus par l'Assemblée nationale et va en profiter la même année pour envoyer ses opposants les plus récalcitrants en chancellerie. Il va envoyer Gérard Kangourou-Ouédraogo en ambassade en Grande-Bretagne comme ambassadeur et Henri Guissou comme ambassadeur à Paris. Sur le plan interne, en 1960, il a réussi à assurer de solides assises de son pouvoir. On va diviser le règne de Maurice Yamoigo en deux parties. Il y a un Maurice Yamoigo de 1960 à 1963, notamment en janvier 63, et de janvier 63 à janvier 66. Entre 1960 et 1963, sur le plan de la politique extérieure, il va vraiment affirmer une autonomie stratégique. Cela va se traduire notamment par plusieurs décisions fortes. Déjà en 61, ça va se traduire par l'intégration de la Haute-Volta dans le concert des nations en étant reconnu comme État au sein de l'ONU, mais aussi par le refus de signer des accords de coopération et de défense qui avaient pourtant été négociés par son allié Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire au nom des États du Conseil de l'Entente, qui était une organisation internationale qui a été créée par Maurice Yamoigo, Houphouët-Boigny et Hubert Magaduc Dahomey en opposition quelque part à la Fédération du Sénégal-Mali, par opposition idéologique on va dire. Donc Maurice Yamoigo refuse de signer les accords de coopération et de défense, mais derrière, il crée les forces armées voltaïques. Donc il y avait une vision vraiment dans ce refus, c'était pas un refus orgueilleux, il y avait une vision qui était de créer une armée nationale et pour cela, il va rappeler un voltaïque qui défendait, qui travaillait pour l'armée française qui s'appelle Sangoulé Lamizana, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Il l'appelle et il lui confie la création de cette armée républicaine-là en 1961 et précipite le départ la même année de l'armée française de la Haute-Volta. Une des raisons qui peut expliquer quelque part aussi cette création cette année-là d'une force armée voltaïque autonome stratégiquement de l'armée française, c'est que quelque part, Maurice Yamoigo, c'est un vieux de la vieille et il se souvient qu'en 58 notamment, il y avait un officier français, le colonel Chevreau, qui avait soutenu le coup d'état manqué de Naba Kougri en 58. Donc pour Maurice Yamoigo, le fait d'ordonner le départ des troupes françaises, c'était s'assurer que l'armée française ne puisse pas manipuler ou soutenir de potentiels coups d'état à son encontre. À cette même période, entre 60 et 63, Maurice Yamoigo procédera notamment à de nombreuses expulsions de dignitaires français, comme le haut-commissaire Paul Masson, mais aussi d'un parlementaire et homme politique franco-voltaïque, Michel d'Orange, qui pourtant a été un des premiers à lui donner sa chance en politique avec Gérard Kangourou-Ouédraogo sur l'étiquette du mouvement démocratique voltaïque. Durant cette même période de 60 à 63, Maurice Yamoigo va s'affirmer comme étant un fervent partisan de l'axe occidental. Cela va se traduire notamment par une visite officielle en Israël en 1961. Il sera reçu avec les honneurs en Israël. Il va signer des accords de coopération avec l'État israélien et de défense aussi pour notamment la formation des forces armées voltaïques, mais aussi de coopération en matière économique. La Haute-Volta, à cette période-là, était très dépendante de l'activité agricole. 94% de la population voltaïque à l'époque dépendait de l'activité agricole et va notamment importer la technique du goutte à goutte en matière agricole pour notamment l'aménagement agricole et notamment dans la vallée du Sourou en Haute-Volta. Durant cette même période, sur le plan économique international, il va tenter des coopérations avec des pays qui ne sont pas forcément à la base des alliés stratégiques de la Haute-Volta. Ça va passer notamment par une éphémère union douanière avec le Ghana entre 61 et 62, le Ghana de Kwame Nkrumah, mais cela va échouer notamment parce qu'à un moment, il y aura des conflits frontaliers avec le Ghana qui vont entraîner la fin de cette éphémère union douanière entre 61 et 62.
À partir de janvier 1963, il y a un grand changement qui s'opère dans la posture et dans la politique de Maurice Yamuego, notamment influencé par le fait qu'il y a un coup d'État sanglant au Togo, dans lequel le président Sylvanus Olympio va perdre la vie. À partir de janvier 1963, Maurice Yamuego radicalise son régime, il s'enferme un peu euh, autour d'un entourage assez restreint par crainte d'un coup d'État. Et cela va l'entraîner, va l'amener notamment sur le plan interne, pour moi en tout cas, à commettre des erreurs qui lui seront fatales par la suite. Avant de revenir et de m'expliquer sur les raisons internes qui pour moi ont été fatales au président Maurice Yamuego, j'aimerais quand même continuer sur la partie stratégie internationale. En 65, Maurice Yamuego est le premier président à être reçu notamment aux États-Unis par le président Johnson. Et cette visite-là a été une visite vraiment stratégique en matière de politique internationale parce que, profitant du fait qu'il était le seul président du Conseil de l'Entente, cette organisation internationale qu'il avait cofondée avec Félix Houphouët-Boigny et Hubert Maga du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Durant cette visite stratégique-là, ils vont en profiter pour notamment vraiment nouer et signer un rapprochement avec les États-Unis. Donc ça rejoint ce que je vous disais par rapport au fait qu'il n'a pas eu une politique extérieure figée et qu'il a vraiment tenté des alliances, des rapprochements dans le but d'avoir une singularité stratégique. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est sur les conseils notamment de Félix Houphouët-Boigny qui va demander au président Johnson un accord militaire avec les États-Unis et aussi il va demander un soutien financier aux États-Unis. Il reviendra des États-Unis en 65 avec 3 milliards de francs CFA, avec notamment 1 milliard pour lui, 1 milliard pour Félix Houphouët-Boigny et 1 milliard pour Hubert Maga du Dahomey. Donc on le voit que en matière de politique internationale entre 60 et 65, Maurice Yamuego a tenté des choses. Il a essayé vraiment d'affirmer sa singularité stratégique. Même avec la France, par exemple, à un moment, il va revenir vers la France. Il va signer des accords de défense pas aussi poussés que ceux qui ont été signés par les pays du Conseil de l'Entente comme la Côte d'Ivoire et le Dahomey en 61. Mais il va revenir sur sa décision, il va se rapprocher de la France, il va même être reçu par le président de Gaulle entre 60 et 65. Donc on voit qu'en matière de politique extérieure, masterclass du président Yamuego, il n'y a rien à dire, il a vraiment tenté des choses, il s'est affirmé sur la scène internationale. Il a même fait partie des présidents qui ont contribué à la création de l'organisation de l'unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine. Mais vous me direz, comment ça se fait qu'en 66, il soit renversé? C'est par rapport à sa politique intérieure surtout. Et là, on va se concentrer sur la politique intérieure. Qu'est-ce qu'il a fait en interne? Quelle était sa politique, les choses qu'il a bien faites, les choses qu'il a mal faites, et pourquoi, justement, en janvier 66, son régime s'effondre. Comme je vous l'ai dit, dès 60, il a muselé l'opposition. Il a muselé les oppositions, on est passé sur un régime de parti unique en Haute-Volta. Ce n'est pas que ça, il y a eu des bonnes choses aussi. Par exemple, en 63, la Haute-Volta, c'est le premier pays d'Afrique francophone à avoir sa chaîne de télévision publique, qui s'appelait Volta Vision à l'époque, qui est l'ancêtre de la radio-télévision burkinabé aujourd'hui, la RTB, qui est la chaîne de télévision publique. Il aménage au niveau agricole de nombreux pans du territoire, il fait bitumer des routes, il construit l'ancêtre de la maison du peuple, qu'on appelait à l'époque la maison du parti. Sur le plan interne aussi, il milite pour une éducation massive. Le taux d'éducation était en dessous de 10% à l'époque, mais en tout cas, il fait construire des écoles. En tout cas, il y a une politique qui est mise en place pour le développement du Faso, même si il faut noter que le pays faisait face à un déficit économique criant, et c'est normal. La plupart de ces pays-là, des pays qui ont eu leur indépendance dans les années 60, avaient des problèmes structurels économiques, et le Burkina Faso, la Haute-Volta, ne faisait pas exception. Mais, au-delà de cette politique économique-là, je pense que ce qui a créé quelque part des problèmes à Maurice Yamuego qui ont causé sa chute, c'est sa mauvaise gestion des corps constitués, des corps intermédiaires, de la société civile en général. C'est-à-dire tout ce qui est syndicat, tout ce qui est parti politique, tout ce qui est opérateur économique. Je trouve déjà que sa politique envers les syndicats, qu'il a notamment muselé en 64, de facto en fait, parce qu'il a demandé dès 62 à tous les syndicats du pays de se mettre sous la coupole d'un syndicat qu'il avait lui-même créé, qu'il avait rattaché à une organisation syndicale africaine pour en fait museler les syndicats. En fait, c'est une erreur stratégique. Pourquoi? Parce que c'est se couper en fait d'intermédiaires de dialogue social en fait. En te coupant les syndicats, en muselant les syndicats, tu coupes les corps intermédiaires entre toi et le peuple.
Et en fait, s'il y a des manifestations, quand il y a contestation, c'est directement vers toi que le peuple se retourne. Alors que quand tu as des intermédiaires pour discuter, justement, il y a moyen de calmer la grogne sociale. Lui, il se met à dos les syndicats, mais il ne se met pas à dos que les syndicats, il se met à dos aussi l'Église catholique. Alors que c'était bien parti avec l'Église catholique. Il s'était notamment rendu au Vatican pour la nomination de l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Paul Zongrana. Mais derrière, en 64 par exemple, il supprime les subventions aux écoles privées au Burkina, alors que la majorité à cette époque-là, c'est des écoles privées catholiques. Il se met à dos l'Église catholique au niveau de l'éducation. Et en plus de ça, il divorce de sa première épouse, qui l'enferme, et il marie en seconde noces une belle ivoirienne qui s'appelle Nathalie de Monaco, mais contre l'avis de l'Église catholique, justement, parce que à l'époque, en tout cas, le divorce était très très mal vu. Donc il se remarie en seconde noces avec une jeune femme, et en plus de ça, il va en noces avec elle dans les Caraïbes, au Brésil, et il dépense énormément, c'est des noces fastueuses, et cela est très mal vu parce qu'en interne, il y a déjà des politiques d'austérité dès 1964-1965 qui sont mises en place, parce que le contexte économique au Burkina Faso, il n'est pas forcément intéressant. Et troisième erreur, en termes de corps constitué, c'est d'avoir instauré le parti unique pour moi, de ne pas avoir autorisé les autres partis dans le jeu politique, et notamment de se faire réélire aux élections présidentielles de 65 sur un score soviétique de 99%. Pareil pour les élections législatives, il organise des élections législatives en 1965 avec un taux de participation en dessous de 50%, avec une seule liste, la liste de son parti à lui. Dépenser des sommes faramineuses des deniers publics pour organiser des élections avec un seul parti, ça n'a aucun sens. Donc, il commet des erreurs sur le plan interne en se mettant en dos les corps constitués, mais aussi via une politique de lutte contre la corruption incohérente. Je m'explique. Il fait arrêter notamment son ministre de la fonction publique et du travail, Maxime Ouedraogo, pour corruption. Mais durant la même période, en Haute-Volta, c'était connu notamment par les élites de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso que la famille Yamuego était dépensière, qu'il s'achetait des voitures de sport, que sa première épouse, qu'il a fait enfermer après, était connue pour faire énormément de shopping en France notamment, s'acheter des manteaux en fourrure. Bon, pour vivre dans un pays sahélien, des manteaux en fourrure, vous voyez que ça, il n'y a aucune cohérence. Et par exemple, on sait que dans le gouvernement de Maurice Yamuego, il y avait un proche à lui, un membre de sa famille qui s'appelle Denis Yamuego, qui était ministre de l'Intérieur à un moment et qui était aussi connu pour des méthodes assez expéditives, policières. Vraiment sur le plan interne, je pense qu'il a commis énormément d'erreurs en se mettant en dos l'Église, les syndicats, les partis politiques, et en s'enfermant avec un cercle restreint et en ne dialoguant plus avec les personnes qui étaient opposées à lui. Alors que justement, s'il avait ouvert le dialogue, même pas forcément via le multipartisme, mais en tout cas ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux, je pense qu'il aurait pu éviter justement ce qui s'est passé en janvier 66. Donc, en janvier 66, Maurice Yamuego se retrouve avec une situation assez compliquée. Il a interdit les syndicats depuis 64. Il s'est mis à dos l'Église catholique avec son second mariage, qui n'a pas du tout été du goût de l'Église, et notamment par le fait d'avoir supprimé les subventions. Mais il a aussi s'est mis aussi à dos les chefferies traditionnelles. Les chefferies traditionnelles qui sont très importantes en Haute-Volta, qui avaient même été comprises par le colon à l'époque, qui les avait institutionnalisées, qui les avait salariées. Maurice Yamuego, il arrive et il enchaîne les décisions en l'encontre justement de cette chefferie traditionnelle-là. D'abord, il fait des réformes administratives qui chamboulent tout. Il supprime les subventions en l'encontre des chefs traditionnels, et il se met notamment à dos le Moro Naba, qui est le chef des Mossi de Ouagadougou, via de nombreuses décisions en son encontre. Alors que justement, c'est une autorité morale très respectée par les voltaïques à l'époque, et même aujourd'hui. Donc, quand il met en place une politique d'austérité fin 65 qui consiste à diminuer les salaires du public et du privé de 20%, ça passe mal. Ça passe mal pourquoi? Parce que justement, il a fait un mariage et des noces hyper chères dans les Caraïbes et au Brésil qui sont mal passées auprès de l'opinion publique, et il n'y a pas de partenaires sociaux avec lesquels discuter. Donc, il impose une baisse des salaires de 20% pour les salariés du public et du privé, et cela entraîne la grogne des salariés.
Donc, des manifestations vont se mettre en place et justement, il y aura un appel à la grève pour le 3 janvier 66. En ce moment-là, Maurice Yamuego, il se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a son directeur de cabinet qui l'appelle, qui lui explique que le climat social est en train de se dégrader en ce début d'année 66 au Burkina Faso. Mais Maurice Yamuego ne prend pas la menace au sérieux. En plus, il était en Côte d'Ivoire pour négocier un accord qui n'était pas très bien vu à Haute-Volta. Il voulait négocier un accord avec Houphouët-Boigny justement pour une double nationalité ivoiro-voltaïque afin de permettre une meilleure circulation des populations voltaïques et ivoiriennes dans les deux pays. Donc, le 3 janvier 66, il y a un appel à la grève par les unités syndicales qui, je rappelle, étaient interdites, mais qui est suivi. Les gens sortent le 3 janvier 66 pour manifester. Mais au départ, c'est pas pour appeler au départ de Maurice Yamuego, c'est vraiment pour demander la suspension de cette décision qu'il a prise, c'est-à-dire de baisser de 20% les salaires des voltaïques. En cette journée du 3 janvier 66, les choses s'accélèrent. Maurice Yamuego tente de faire arrêter les leaders syndicaux à la Bourse du Travail, mais il échoue. Donc, il ordonne un renforcement des capacités sécuritaires autour du palais présidentiel en se disant que la situation va se calmer d'elle-même. Il y a deux versions de cette journée-là. Il y a une version qui dit qu'il aurait demandé de tirer contre les manifestants, qui a été largement démentie par son successeur, le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, mais aussi par les personnes impliquées ce jour-là. Et il y a la seconde version qui est en fait que, après l'échec de l'arrestation des leaders syndicaux, la manifestation prend de l'ampleur et c'est là qu'entre en scène notamment l'épouse de Joseph Kizerbo, Jacqueline Zerbo, qui, avec ses élèves de l'école normale, sortent manifester avec des pancartes et un slogan du pain, de l'eau, de la démocratie. Donc elle, contrairement aux syndicats, réclame vraiment une ouverture du régime, un apaisement social et c'est cette manifestation des jeunes filles avec Jacqueline Zerbo combinée à la manifestation syndicale, qui fait un cocktail, en fait, qui va échapper aux autorités voltaïques. Rapidement, on a des milliers de personnes qui envahissent les rues de Ouagadougou et justement, l'appareil sécuritaire est dépassé. Maurice Yamuego tente un ultime move. Il va revenir sur sa décision. Il va dire aux leaders syndicaux qu'en fait, il supprime sa décision de baisser les salaires de 20%. Mais en fait, c'est trop tard parce que la manifestation passe de « on ne veut plus de cette décision d'abaissement des salaires » à Maurice Yamuego démission. Et dans ce contexte-là, il essaie de réunir les partenaires sociaux, de discuter avec eux, mais la situation leur a échappé à eux-mêmes. Le peuple est dans les rues, le peuple veut son départ, et il négocie son départ justement en concertation avec l'armée, avec le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, auquel il remet le pouvoir. Il le dit lui-même à la radio, et le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana confirme ses propos. Alors mon général, l'avez-vous réellement renversé ou non? Je ne l'ai pas renversé. Il a démissionné, compte tenu de la situation et compte tenu de ce que personne ne voulait plus le voir à la tête du pays à cette époque-là. Monsieur le Président, comment cela s'est-il passé exactement? Comment du poste du chef d'état-major que vous occupiez ce matin-là, vous devenez président à la place du président dans l'après-midi? Racontez-nous un peu. Tout a commencé, si vous voulez, vers le 27 janvier 65. Maurice Yamuego s'est rendu à une réunion du Conseil de l'Entente et pendant ce temps-là, l'Assemblée discutait du budget. Le gouvernement l'Assemblée avait sur la table, sur son bureau, le budget, la loi des finances de 1966. Cette loi des finances comportait un point important pour les travailleurs, surtout les syndicats, c'est que, compte tenu de la situation, d'une situation financière difficile, Maurice Yamuego avait décidé de retenir 20% sur le salaire des travailleurs, des fonctionnaires. Alors, ceci est difficile pour tout syndicat. Alors, les syndicats avaient demandé, le 28 décembre, ils avaient demandé à le voir. Il n'était pas là, il était au Conseil de l'Entente à Abidjan. Et à son retour, il devait les recevoir, mais il ne les a pas reçus. Et c'est son frère, son cousin plutôt, Denis Yamuego, ministre de l'Intérieur, et qui avait reçu les syndicats. Et comme il est assez violent de caractère, alors ça n'a pas marché. Il y a eu des écarts de langage de part et d'autre, et il a insulté plus ou moins les syndicalistes. Et il les a renvoyés, plutôt il les a mis à la porte de son bureau.
Alors ces derniers, c'est là où tout a commencé. Ça s'est transformé en une espèce de mouvement politique. Comment vous retrouvez à la tête de l'État? Le 3 janvier, il y a eu ce mouvement qui demandait et qui scandait et qui demandait le départ de Maurice Abeiro. Est-ce qu'il était d'accord pour partir sur le coup ou bien vous l'avez poussé à la sortie? Non. Il n'était pas d'accord. Je suis d'ailleurs à l'époque, il y eut un moment où je servais même de médiateur entre les syndicats et lui. Parce que entre plutôt les manifestants, pas les syndicats, les manifestants, les responsables syndicaux avaient disparu. Alors mon rôle était de la sécurité absolue, c'est-à-dire de veiller à la sécurité du chef de l'État, des établissements, de son bureau, de son domicile, que j'avais fait cerner et tout ça, et que personne ne pouvait y approcher. J'ai tenu la foule à l'écart. Et j'ai même essayé de dialoguer entre le président et ses manifestants. Comme il n'y avait aucun responsable, avec qui je pouvais discuter valablement, et c'était un dialogue de sourds. Finalement, je dis bien le 3 janvier, à l'après-midi, le 3 janvier, Maurice avait su qu'il avait senti lui-même. Il était à son domicile avec tous les membres de son gouvernement et les présidents des institutions. Hein? Alors, tout le monde y était, et tout le monde l'en tirait. Et personne ne pouvait mettre le nez dehors. Hein? Et bien sûr, sa sécurité était très bien assurée. Personne ne pouvait y aller, mais les gens demandaient son départ. Ils demandaient son départ. Et c'est après ça que, bien sûr, il y en a qui criaient l'armée au pouvoir et tout ça. Il avait voulu, à un moment donné, revenir sur sa décision, en demandant de revenir sur les 20% qu'il devait retenir sur le salaire des fonctionnaires. Mais, vous savez, une foule déchaînée comme ça, il n'en voulait plus. Il disait, non, nous ne voulons plus de quoi que ce soit, il n'a qu'à partir. Alors, cette transition, je suis allé au palais, et puisqu'il m'avait demandé lui-même de servir un peu de médiateur. Je faisais le va-et-vient toute la journée. Toute la journée, les gens étaient dehors. Depuis le 3 janvier au matin, jusqu'à 16 heures, les gens étaient dans les rues. Alors, la foule répétait, non, nous ne voulons plus de quoi que ce soit, qu'ils partent. Et c'est à ce moment que vous décidez de prendre... Et c'est à ce moment-là, je suis allé le voir, lui dire, il y avait tous les membres du gouvernement, tout le monde était là. Et il le savait, il n'était pas dupe. Il le savait très bien que ce qui s'est passé dehors. À un moment donné même, il avait demandé au cardinal, l'archevêque de Ouagadougou, s'il pouvait s'adresser un peu à la foule. Le cardinal a bien sûr décliné l'offre en disant ce n'était pas son rôle, il ne pouvait pas servir de médiateur dans des cas comme ça. Et bien sûr, il avait raison. C'est à partir de ce moment-là, je suis allé le voir, il m'a dit, bon, mon colonel, puisqu'ils veulent que je parte, je m'en vais. Je vais partir. Et il a fait venir la radio à son palais, et il a lancé un dernier message lui-même, en disant, je m'en vais, je laisse tout entre les mains du chef d'état-major général, et je sais certainement que tout se passerait bien. Et il me disait, je souhaite bonne chance, moi je m'en vais. Alors, vous retrouvez et ici... il a fait rédiger sa démission, sa propre démission qu'il a signée. Sans aucune pression de votre part? Quelle pression je peux avoir? Je n'étais pas seul, hein. Donc au 3 janvier 66, Maurice Yaoundé perd le pouvoir suite à de manifestations massives syndicales et estudiantines dans la ville de Ouagadougou. Il remet le pouvoir au lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana, qui le laisse libre de ses mouvements et il retourne dans sa ville natale qui est Koudougou. Malheureusement, il va pas se gérer, ses partisans dans la ville de Koudougou vont s'exciter, ils vont vouloir se venger et finalement il sera arrêté
par le nouveau régime militaire mis en place par le lieutenant-colonel Sangoulé Lamizana. Et la suite de sa vie est assez tragique. Il va tenter à plusieurs reprises de se suicider, notamment sous la révolution de Thomas Sankara. Il va être interné, il va être jugé, puis il va être libéré. En 87, il va s'exiler en Côte d'Ivoire. Enfin, la fin de la vie de Maurice Yamoego n'est pas du tout enviable. Mais cette vidéo-là, je l'ai faite pourquoi? Parce que justement, souvent, il est réduit à être un président qui a été renversé le 3 janvier 66, alors que comme on l'a vu, il a essayé de mettre des choses en place. Il a une politique internationale singulière. À l'interne, il a commis des erreurs qui ont causé sa chute, mais en tout cas, c'est des choses qui se faisaient ailleurs et qui n'ont pas forcément causé la chute de ses homologues. Et surtout, on le verra quand on va aborder le règne de Sangoulé Lamizana, que sa décision de baisser de 20% les salaires du public et du privé, elle va passer sous Sangoulé Lamizana. La seule différence a été quoi? C'est que Sangoulé Lamizana, contrairement à lui, quand il fera passer cette décision-là, il s'était pas mis à dos l'église, il s'était pas mis à dos la communauté musulmane, il s'était pas mis à dos les chefferies traditionnelles. Il avait fait cette baisse de salaire-là en concertation avec la société civile. Et je pense que c'est ça le main point du règne de Maurice Yamoego, s'être mis à dos la société civile. Tu ne peux pas gouverner un pays en te mettant en dos les partenaires sociaux. En fait, il faut savoir ménager la chèvre et le chou, et malheureusement, c'est sur ce point-là qu'il a échoué. Donc là, c'est fini pour la vidéo sur Maurice Yamoego. J'ai essayé de ne pas être trop long. La vidéo a duré une vingtaine de minutes, grand maximum. On a vu sa politique extérieure, on a vu sa politique interne, et on a vu comment les événements du 3 janvier 1966 ont conduit à sa chute. Dis-moi en commentaire si tu avais déjà entendu parler du règne de Maurice Yamoego en ces termes. N'hésite pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager autour de toi. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le règne de Sangoulé Lamizana, le successeur de Maurice Yamoego, pour qu'on continue dans cette lancée-là de la Haute-Volta. Et on verra aussi que ce président-là a eu une gouvernance singulière. C'était Christian sur Horizon Africain et je vous souhaite une bonne suite.